échelle linéaire, en litres, décilitres, centilitres, etc., qui est une échelle qu'on utilise beaucoup dans la vie courante et avec les liquides, puis qu'on a l'échelle en centimètres cubes, l'échelle métrique, centimètres cubes, décimètres cubes, et je peux vous dire, pour avoir été observé des séances sur des problèmes de recherche dans des collèges de l'Académie de Rouen récemment, bon, pour certains élèves, passer de 3e, passer de 1 litre, trouver la correspondance entre litre, mètre cube et décimètre cube, eh bien ça a pris du temps. Hein. Or, certaines données étaient dans un vocabulaire, d'autres étaient dans un autre, et du coup, effectivement, ils ont pataugé sur ces questions-là si longtemps, alors qu'on aimerait bien sûr qu'à la fin de l'école primaire, ça soit acquis. Hein. Et donc c'est ça. Et donc on m'avait offert un grand verre. Bon, le verre était cylindrique, mais pour l'adapter au cycle 3, je l'ai transformé en prisme, vous voyez, à base de carré. Mais enfin, on peut après se demander si ça change beaucoup, si c'est un cylindre. Voilà, et alors maintenant on fait des grands verres, donc c'était un très beau cadeau. Vous voyez, 25 cm de côté, 40 cm de haut. Je me suis dit, je vais mettre effectivement un très beau bouquet. Je vais le mettre dans l'entrée parce que c'est quand même un vase assez volumineux. Bon, je vais bien sûr pas le remplir à ras-bord, hein, mais aux 3 quarts, donc 3 quarts en hauteur, hein, 30 cm. Et voilà, au démarrage, j'avais une bouteille comme on a toujours, et dans sa cuisine, on a une bouteille d'eau d'1,5 litre. Je me dis, ah ben, je vais la remplir, et puis je vais y aller. Et puis j'ai commencé à remplir, et il ne se remplissait pas ce foutu vase. D'où je me suis dit, mais oui, je suis stupide. D'où le problème de se dire, et après, bien sûr, en le posant à des élèves, et puis en le posant à d'autres, j'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir cette réaction stupide, pour la bonne raison que, effectivement, ce sont des choses, les volumes et la croissance des volumes, c'est pas forcément quelque chose qu'on appréhende très très bien. Et la tridimensionnalité des volumes, ce n'est pas quelque chose qu'on appréhende très bien. Oui. Oui. À la différence, au premier problème que vous avez proposé, on s'aperçoit qu'ici, c'est un problème mathématique transposé dans un langage littéraire. Est-ce là, qu'est-ce qu'on va viser? C'est la compréhension et la résolution? Les deux. Les deux. Un problème, pour le résoudre, il faut d'abord le comprendre. Parce que là, je vois un élève ne peut pas comprendre le français, certainement. D'accord. Ah oui, non, mais alors là, c'est là que je vais vous dire. Moi, je le propose dans mon langage. Je n'ai pas dit que vous allez le proposer exactement de la même façon. D'ailleurs, si je devais le proposer à des élèves, là je l'avais fait en formation, si je devais le proposer à des élèves, je ne le proposerai pas exactement de cette façon-là. Je ne dirais pas nécessairement le mot prisme droit. Hein, pour nous, on se comprend quand on dit prisme droit. Mais j'aurai des exemples de récipients. Hein, pour qu'il y ait une idée de ce qui peut se passer. Et je ne le décrirai pas comme ça. Ce n'est pas un énoncé que je vais donner par écrit. C'est une histoire qu'on va raconter, qu'on va commenter, et puis à partir de ça, on va se poser des questions. D'accord? Mais vous avez très bien fait de poser cette question. Et puis, si j'avais des petits Mahorais, eh bien, s'ils veulent raconter l'histoire dans leur langage, moi, ça, dans leur langue, moi, ça ne me dérange pas, pour qu'ensuite on la reformule mathématiquement et qu'on sache ce qu'on va chercher. Hein? Bon, mais la question là était effectivement, donc je vous laisse chercher 2 minutes. Vous voyez, si il me faut 2 minutes pour faire chaque voyage, hein, eh bien, combien de temps je vais mettre avec une bouteille? Vous pouvez faire. Alors, on est dans un problème de vie quotidienne. Dans un problème de vie quotidienne, on calcule à la louche. On ne cherche pas une réponse exacte, on cherche un ordre de grandeur. Et ça fait aussi travailler les nombres. Parce qu'on cherche les nombres proches qui donnent les calculs les plus faciles. D'accord? Ou on fait un encadrement. Donc, quel temps il me faudrait si je persévérais bêtement dans la même stratégie? Ouais, c'est à peu près de cet ordre-là. Hein? Oui, oui. Il faut beaucoup de voyages parce que vous avez 18 lycées. Hein?
Donc il faut du temps. Hein. Et en même temps, il faut effectivement convertir les centimètres cubes en litres pour résoudre le problème. Donc il y a ce travail qui est là. Bon, alors, supposons que je sois toujours aussi peu futé et que je dise, ben, je vais porter le vase dans la salle de bain, je le remplis dans la baignoire, il est grand, et puis je le porte à l'entrée. Alors là, est-ce que c'est intelligent? Mais non, parce que mon vase, il va faire 18 kilos. Un litre, ça pèse... ouais, hein, donc, 18 kilos, il faut quand même encore le porter, c'est plein d'eau, on comprend. Bon. Donc, vous voyez, à travers ça, donc, mais c'est juste un exemple, c'est pas pour vous dire il faut faire ce type de problème. Mais on voit bien que dès que l'on touche les relations avec la vie quotidienne, d'une part, on a des nombres et des grandeurs, pas juste des nombres, et d'autre part, le calcul exact, même si en tant qu'enseignant de maths, j'ai envie que quelqu'un fasse un calcul exact, c'est pas forcément le calcul le plus pertinent, parce qu'on veut, c'est calculer assez vite, avoir des ordres de grandeur, et que si on met trop l'accent sur ce que l'on peut voir comme technique développée pour l'enseignement des maths, eh bien on va faire des solutions que personne n'utilisera dans la vie pratique. Parce que les solutions dans la vie pratique, il faut quand même qu'elles soient efficaces. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller prendre un papier, un crayon et faire poser une opération, vous voyez, poser 25 multiplié par 25 multiplié par 30, tac, tac, je calcule tout ça. Bon, je ne pourrais pas. Et oui. Oui. Oui, on peut aussi calculer. Mais bien sûr, et calcul, tout à fait, il y a différentes façons de faire des calculs, mais j'insiste sur, et que multiplié par 25, on sait très bien que c'est multiplié par 100 et divisé par 4 aussi, donc vous voyez, il y a plein de choses. Simplement, je dis, attention, quand on utilise des situations de vie quotidienne, il faut des solutions et une pertinence par rapport à la vie quotidienne. Hein? Oui, c'est ça. Oui. La pertinence. La pertinence par rapport au monde de la vie quotidienne. Et que ce ne soit pas juste, et c'est souvent le cas dans les exercices qu'on propose aux élèves et les problèmes, c'est un habillage de vie quotidienne pour faire vivre exactement les mêmes calculs que ceux qu'on fait à l'école. Et à Mayotte, on ne met pas beaucoup de fleurs dans des vases. Vous ne mettez pas de fleurs dans des vases, donc existe le problème. Voilà. Hein? D'accord? Mais je suis d'accord avec vous, il y a différents, et on peut comparer les différentes façons de calculer économiquement de façon exacte ou approchée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et des fractions peuvent être utiles. Pour tous les élèves, ce n'est pas forcément la tasse de thé de manipuler des fractions non plus. Hein? Ouais. Donc, il peut y avoir différentes choses. Bon, on avance peut-être. Donc je rappuie, bon, mais voilà, calcul approché, des résultats qui ne sont pas forcément intuitifs, et aussi des variations que l'on peut faire autour d'un même problème. Si on change les dimensions, comment le volume va changer? Oui? Est-ce qu'on peut revenir une seconde sur parce qu'en fait, avec les élèves, discutant en amont, Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci. Non, le micro. En fait, imaginons que le problème soit proposé, que ce soit le Oui, la Bible. mais qu'il y ait beaucoup de solutions, parce que je pense à la investigation. Ouais. Donc on n'est pas comme un petit peu les centres dans l'OEPIC, Ouais. le cheminement linéaire, etc. J'ai plein de solutions. Ça veut dire qu'en amont, l'enseignant, il les a au moins toutes trouvées. Il en a exploré certaines, donc si on fournit des documents ressources, on ne doit pas mettre une seule solution. Et après, qu'est-ce qui fait de tout cela? Parce que l'intérêt, c'est de montrer ce qu'il y a de plus économique, de plus rentable, parce que l'élève va choisir peut-être le plus compliqué. Nous, est-ce qu'on est là pour faire donner des choix d'efficacité, ou simplement il trouve son cheminement qui lui permet de trouver une solution, une autre choix? Alors, il faut se dire aussi que quand on dit la solution la plus économique,
c'est la solution la plus économique pour un individu donné, avec ses connaissances, à un moment donné. Donc ne pensons pas systématiquement que notre manière la plus économique de calculer est la plus économique pour quelqu'un d'autre. Et il y a plusieurs cheminements et il faut montrer effectivement et laisser ouvert la possibilité de plusieurs cheminements et aussi accepter que tout le monde ne calcule pas de la même façon exactement. Et ça n'empêche pas que chacun peut apprendre aussi parce qu'on a raconté une autre façon de calculer et il a vu un autre type de calcul auquel il n'avait pas pensé. Mais on ne va pas dire, moi je ne conclurai pas une situation comme ça en disant dans cette situation il faut faire comme ça. S'il y en a qui veulent calculer exactement, très bien. S'il y en a qui me disent j'ai fait avec 20 et j'ai fait avec 30 et c'est entre les deux, et même avec 20 c'est pas bon, je ne le ferai pas, mais je dis ok c'est très intéressant, on a une fourchette, donc on peut exploiter ça aussi mathématiquement. Alors ce que vous dites est très intéressant parce que ça appelle aussi à travailler sur la posture de l'enseignant. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Parce que si l'enseignant il veut que montrer que c'est ce cheminement-là, et que quand l'élève en donne, ça veut dire aussi que l'enseignant, et en termes de formation, c'est important oui, que vous puissiez le dire. Voilà, et je trouve, vous voyez, c'est pour ça que j'ai insisté aussi, comme on a souvent des problèmes qui sont des habillages pour faire travailler exactement telle technique, tel type de résolution, c'est important de se dire, et on dit ils sont de vie quotidienne, mais si on pose un problème de vie quotidienne et on propose une solution que personne, qui est absolument pas pertinente, économique dans la vie quotidienne, on est à contre-emploi parce qu'en même temps on montre que les mathématiques, même quand elles parlent de vie quotidienne, c'est leur monde à part qui n'a aucun intérêt pour la vraie vie quotidienne. Et ça c'est vraiment un risque dans l'utilisation de la vie quotidienne. Du lien entre les maths et la vie quotidienne. Moi, quand j'ai des problèmes internes aux maths, je sais qu'ils sont internes aux maths, il me faut travailler les nombres et tout ça. Mais si je fais du faux quotidien, on est contre-productif dans la relation aux maths, finalement. Donc, si j'ai bien compris, on peut se faire dire qu'en mathématiques, il y avait une démarche expert. Toute solution mène à Rome. Il y a des démarches, je vais dire qu'il y a aussi un autre écueil en sens inverse. Très souvent on dit il faut laisser les élèves expérimenter, bricoler. Mais bien sûr, on va faire ça. Mais à partir d'un certain moment, on peut aussi, dans certains moments, comparer des solutions et se dire celle-là, elle est quand même plus efficace que telle autre. Donc, bien sûr que on progresse dans les solutions. Mais pour un problème particulier comme celui-là, c'est pas forcément ce problème que je vais choisir pour montrer que, il y a intérêt à passer à des solutions plus expertes et on ne va pas passer notre temps toujours à bricoler de la même façon parce que, bon, voilà. Hein. Donc, c'est vrai qu'on doit tenir plusieurs fils à la fois. Et bien sûr qu'on va en mathématiques aussi vers des solutions plus expertes. Bien sûr, au fur et à mesure que les connaissances progressent, on va vers des solutions plus expertes. Et l'institutionnalisation, elle va se faire aussi sur des solutions plus expertes, en général. Hein. Donc, il y a beaucoup de fils à tenir dans le calcul, dans la résolution de problèmes. Et en formation, c'est important de ne pas avoir des discours trop catégoriques. Parce qu'à ce moment-là, je crois que on donne comme des injonctions, les gens se disent il faut les suivre, et c'est pas exactement ça qu'il faut faire. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants, et puis après, on s'adapte, avec des ressources de qualité, bien entendu. Oui. Justement, je pense que quand on pose des problèmes aux élèves, quand on cherche, c'est important. Déjà, quand on cherche personnel chaque élève, oui. Quand on recueille les différentes solutions, la comparaison entre les différentes méthodes, Ouais. mais on ne va pas non plus et la difficulté dans l'enseignement depuis longtemps, ce que je vois, c'est qu'on n'ose pas dans les standards, Oui. parce que ça consomme en même temps énormément. Et donc on pourra le faire tout le temps, mais il faudrait quand même arriver à le faire de temps en temps. Oui. Il faut pour ça aussi que les enseignants, ils les fait eux-mêmes. Et ils les vécu eux-mêmes. L'intérêt de comparer leurs solutions entre eux et de voir ce que ça apporte. Une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ça,
c'est qu'effectivement, il y a les temps de recherche individuels et en groupe, et on voit souvent dans certaines classes maintenant ce temps qui bouffe tout le temps manger tout le temps d'une séance. Et puis, alors qu'il y a aussi le temps collectif. Et le temps collectif, c'est pas juste faire présenter les différentes solutions, d'ailleurs peut-être on ne les fera pas présenter toutes, c'est le moment où aussi collectivement on progresse, on avance dans la connaissance. C'est pas juste non plus un moment d'institutionnalisation de ce que les élèves ont trouvé. Et par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec des collègues italiens et j'ai vu qu'ils laissent moins de temps proportionnellement dans le travail individuel ou en groupe sans intervention du tout, avec quelques bilans de temps en temps, mais il y a le travail collectif d'élaboration sur la base des propositions des élèves, et pour arriver à quelque chose qui est construit ensemble et où on avance, tout le monde n'a pas tout trouvé quand on s'arrête, mais on avance ensemble, eh bien c'est quelque chose qui est essentiel. Et ça aussi, il faut le travailler en formation, parce que c'est pas si facile que ça à bien faire. Hein. Et très souvent, on a aussi des institutionnalisations qui sont un peu préparées à l'avance. Et du coup, elles sont complètement coupées de ce qui s'est passé dans la séance. Donc, soit elles tombent à plat, soit on les oublie, on ne les fait pas. Et c'est embêtant. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Et c'est aussi pour ça, il ne faut pas s'interroger sur pourquoi, alors que c'est le même discours depuis 30 ans, ou moins, pourquoi ça vit si difficilement dans les classes. Si c'était si facile que ça à faire, ben, ça aurait percolé depuis longtemps. Hein. Donc, si ça percole si lentement, c'est sans doute parce que d'abord, on n'avait pas forcément mesuré tout ce qu'il y avait à faire, l'importance, qu'on n'outille pas assez bien les enseignants, on ne les accompagne pas assez dans leur évolution, dans la dynamique, parce que ce n'est pas tout blanc, tout noir, c'est quelque chose de très progressif, et qu'on n'a pas forcément des ressources bien adaptées pour économiser leur travail d'adaptation qui sera nécessaire. Donc voilà, il faut être modeste aussi, mais être bien conscient de toutes les choses auxquelles il faut être attentif. Et qu'il faut travailler ensemble en formation, collaborativement avec les enseignants. Oui. Oui. Parce que quand on pose un problème comme ça, c'est souvent, par exemple, ceux derrière surtout. Quand on pose un problème comme ça, il y a souvent aussi des enfants qui font des réponses auxquelles on ne s'attend pas. Oui. Et qui ne sont pas forcément des solutions qu'on trouve mathématiques ou entre guillemets pertinentes. Par exemple, pourquoi ne pas installer un robinet d'eau dans l'entrée? Ça serait beaucoup plus simple. Oui, cet enfant-là, quand il a posé cette solution-là, il trouve que le problème est calculé, ça ne sert à rien, il est mathématique. Ça revient à notre enfance quand on avait ces problèmes. C'est de l'économie pure et dure. Mais pourquoi on calculait la hauteur de l'eau, combien de temps elle allait mettre sur le tremplin, etc. Non, là, c'est pas. Je vais nécessairement calculer, c'est se dire pourquoi j'ai pas intérêt. Et vous voyez, même moi, j'ai fait le calcul. J'ai pas démarré en faisant le calcul. J'ai démarré en allant verser 3 bouteilles. Et au bout de 3 bouteilles, j'ai vu que ça montait pas. Et là, je me suis mise à réfléchir. Voilà. Et donc, c'est. Vous voyez les choses, les ressorts du travail mathématique. Là, c'est posé comme ça, mais les ressorts du travail mathématique, ils peuvent être... Alors, installer un robinet dans une pièce qui n'y est pas, alors là, je préfère aller remplir avec ma bouteille. En revanche, ce qu'on peut proposer, c'est de dire, j'ai un robinet, j'ai un bout de tuyau, je fais sur, comme pour le jardin, je fais sur mon robinet, mon bout de... Vous voyez, mais très souvent, il va falloir transporter, et on est relié alors après au problème du poids. Hein. Donc... mais effectivement, et très souvent, dans des problèmes de vie quotidienne, et c'est une des difficultés à gérer, c'est qu'on a des solutions de la vie quotidienne qui sont pertinentes pour la vie quotidienne. Les maths, ça peut aussi aider à comprendre pourquoi cette solution est pertinente, et plus pertinente qu'une autre. Les maths, ça aide aussi à comprendre le monde, pas juste à agir. Hein. Donc, les ressorts de pourquoi je fais intervenir des maths dans une situation de vie quotidienne, ce n'est pas toujours nécessairement pour
trouver une solution, ça peut être pour comprendre pourquoi une solution que je connais est pertinente. Hein? Donc, voilà. Bon, est-ce qu'on peut un peu avancer? Hein? J'avance un peu, et, quand même. Parce que, alors, par exemple, ça c'est, je passe au niveau du cycle 4, hein, mais la vie, les tâches complexes, on retrouve des choses comme ça. Et à l'IREM d'Orléans, ils ont beaucoup travaillé justement en REP, mais ils avaient un dispositif spécial où ils travaillaient une fois par mois sur des tâches complexes. Et ce qui est phénoménal, c'est les progrès que les élèves ont fait avec cette cadence mensuelle entre le début de l'année et la fin de l'année sur des tâches complexes. Et je vous cite une parce qu'elle me semble, vous voyez, un peu de ce type-là. C'est une pub pour une voiture, l'achat d'une voiture, et il vous raconte que en cas d'achat d'une voiture neuve, nous vous offrons maintenant de l'essence pour 10 000 km, et on vous montre la voiture qui est tractée par, comme si on remplissait une station-service. Et donc il y a tout ce côté info ou intox, hein, et les maths dans la vie les maths du citoyen pour effectivement se dire là ils sont en train de me mener en bateau, et donc qu'est-ce que je consomme, de quoi j'ai besoin pour 10 000 km, sachant un peu cette voiture, le modèle, on recherche sur internet, les élèves ils ont des idées ou ils disent des fourchettes. Et puis, qu'est-ce que c'est cette citerne, combien elle mesure, proportion par rapport aux dimensions de la voiture. Donc, vous voyez, des choses intéressantes mathématiquement. Et puis, on s'aperçoit bien sûr qu'il n'y a aucune relation entre ce qui est nécessaire pour 10 000 km et le volume de cette citerne. Donc, et ils ont plein de situations comme ça que je trouve très jolies. Et où on voit très bien aussi que quand on met en relation avec la vie quotidienne, on a des grandeurs, on n'a pas juste des nombres abstraits, mais les nombres sont pris dans des grandeurs. Voilà, donc, ça c'est un problème que je voulais donner, mais on ne va pas le faire celui-là, parce qu'on avance un peu. Je l'aime beaucoup parce que c'est une situation qui a été très popularisée par les leçons studies japonaises, qui sont les modes de travail et de formation collective des enseignants, et qui reflètent bien, et il a été comparé par des chercheurs avec la situation du puzzle de Rousseau. Est-ce que vous en avez entendu parler, la situation d'agrandissement du puzzle de Rousseau? Non? On prend un puzzle et on décide de l'agrandir et on veut qu'une dimension qui faisait 4 cm devienne 7 cm. Donc les élèves d'emblée, ils ont un modèle additif, ils rajoutent du droit, bien sûr, et comme il faut que chacun une pièce, quand ils veulent les assembler, ça ne marche pas. Le puzzle, il est fait bien pour que ça ne marche pas du tout, et quand on utilise ça. Et cette situation, elle illustre une autre façon de voir les choses, qui est plus proche de la culture japonaise. Alors eux, ils vont dire, alors je crois que souvent dans les classes où je l'ai vu, ça va être l'enseignant arrive avec plusieurs photos qu'il affiche au tableau. Alors moi je m'étais amusée à en faire avec mes petits-enfants à la colline aux Marmottes, qui est à côté de ma maison de montagne dans les Pyrénées, vous voyez, et on se dit, est-ce qu'elles ont la même forme, ces photos? Est-ce que c'est la même photo, est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que c'est déformé? Et vous voyez que bien sûr, elles n'ont pas toutes la même taille, mais il y en a quelques-unes, il y en a peut-être qui ont la même forme et d'autres qui ne l'ont pas. Donc je reviens avec mon problème. Donc on a choisi 3 rectangles, hein, et on se demande, la question c'est, est-ce qu'ils ont la même forme? Vous voyez, c'est une question très ouverte. Et on se base sur le fait que le sentiment d'avoir même forme, c'est quelque chose. Alors, vous pouvez aussi en avoir un 4e qui est très différent comme forme. Pour que là, on se dise, ah oui, celui-là, on l'écarte parce qu'on est sûr qu'il n'a pas du tout la même forme. Ou une photo, vous avez vu, il y avait une photo, l'ours, il est là. Comme ça, bon, c'est clair que ce n'est pas, c'est pas la même forme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on la voit fonctionner, bien sûr, il y en a certains qui disent que ça va avoir la même forme quand on additionne la même chose aux dimensions.
Et vous pouvez avoir des rectangles où ça a l'air à peu près vrai. Et puis là, tout le monde ne va pas faire ça. Bien sûr, très peu vont prendre d'emblée un modèle multiplicatif. Mais beaucoup vont utiliser des critères géométriques. Et des critères géométriques auxquels on est de plus en plus familiarisé par l'utilisation de logiciels comme Photoshop ou etc. Parce que vous voyez, on tire sur un point pour agrandir une photo en conservant les proportions. Et donc, il y a des élèves, on voit toujours des élèves qui vont dire « je pose les rectangles les uns sur les autres ». S'ils ont la même forme, les diagonales doivent... Bon, ils bricolent, ils travaillent. Hein. Et au bout d'un moment, il y en a qui disent « ah oui, mais je les ai posés ». Donc il faut qu'il y ait du matériel, bien sûr. On les a posés, du carton, etc. On les a posés les uns sur les autres. Et il y a des choses qui se superposent, où les sommets sont alignés. Et les coins sont alignés. Donc c'est le même angle. Du coup, c'est l'angle avec la diagonale qui est le même. Donc vous voyez, on a un mélange d'approches numériques de la notion d'agrandissement-réduction et d'approche géométrique de la notion d'agrandissement-réduction. Pour les Japonais, c'est ce qu'ils privilégient. Plutôt qu'une solution, quand on veut des problèmes pour introduire des notions, plutôt qu'un problème où on va disqualifier une stratégie erronée et puis en construire une autre qui sera un peu optimale, eux, ils préfèrent des situations où il y a beaucoup de stratégies possibles qui chacune apporte une vision particulière du problème et ensuite on va travailler tous ensemble pour avancer dans la conceptualisation de la notion, ici la notion d'agrandissement. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, même si on est dans une culture française où on a la théorie de situation, cette idée de trouver une situation qui va rendre optimale une technique et la faire apparaître comme solution optimale pour le concept, on peut aussi avoir des moments où on a envie d'utiliser des situations où on va approcher un même concept de différentes façons et où ça va être efficace de coordonner ces différentes façons. Ce n'est pas forcément nécessairement très facile, hein, mais cette situation, en tout cas, est une situation qui marche bien, moi au Japon. Voilà. Donc, voilà. Et bien sûr, pour les Japonais, ça s'inscrit, c'est le premier exemple de situation qui va s'inscrire dans une progression de situation, parce qu'après, on va passer des rectangles à des triangles, et dans les triangles, on va se rendre compte que pour les triangles, eh bien, dès qu'on a les rapports dès qu'on a une proportionnalité des longueurs, on a une égalité des angles. Dès qu'on a une égalité des angles, on a une proportionnalité des longueurs. Ce qui n'était bien sûr pas vrai pour le rectangle, hein, où on a 4 angles droits de toute façon. Voilà. Et ensuite, mais une fois qu'on a compris ces choses-là aussi, on peut aussi mieux comprendre comment jouent différemment les différentes possibilités de transformation de photos que l'on peut avoir sur un logiciel, dont ça participe aussi, ça relie les maths et la culture numérique. Voilà, bon, alors, combien il me reste de temps? Non, mais vous en avez peut-être marre. Hein. Non, jusqu'à demain matin. Non, mais ça, on finit dans 35 minutes, donc il faut qu'il y ait un quart d'heure de questions, voilà. Donc un quart d'heure c'est bien. Bon, je vais être plus brève sur les démarches d'investigation. Hein. Je donnerai le PowerPoint, le texte. Oui. Hein. Alors, simplement, on a vu apparaître les démarches d'investigation dans l'enseignement il y a quelques années. Dans les